Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. J'ai préparé cet épisode spécial Claude Mythos samedi, mais je n'ai pas pu enregistrer ce week-end. Nous sommes le lundi 13 avril 2026 et au programme de celui-ci, modèle de langage et cybersécurité, de la famille Claude 4.6 au projet Glasswing, une analyse complète des capacités offensives et défensives de la nouvelle génération d'IA, et ce que cela implique pour des équipes SOC, certes, et les responsables de la sécurité des systèmes d'information. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut poser le contexte dans lequel cet épisode s'inscrit. Nous sommes en avril 2026, la question de l'impact des modèles de langage de grande taille sur le paysage de la menace cyber n'est plus une question théorique, elle est opérationnelle. Les équipes de Threat Intelligence observent depuis plusieurs mois une accélération de la sophistication des campagnes de phishing, une réduction des délais entre la publication d'une vulnérabilité et l'apparition d'un exploit fonctionnel, et une montée en qualité des artefacts produits par des acteurs cybercriminels qui ne disposaient pas jusqu'à récemment de ce niveau d'expertise technique nécessaire. Les modèles de langage sont au cœur de cette dynamique. Ils ne sont pas la seule variable, mais ils sont une variable déterminante, et la publication par Anthropic de sa nouvelle gamme Claude 4.6, combinée à la révélation du projet Glasswing et du modèle Claude Mythos Preview, rend une analyse structurée de cette question indispensable. Commençons par ce que nous savons de la gamme Claude 4.6. Anthropic propose actuellement 3 modèles dans sa gamme active, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 et Claude AIQ 4.5. Ces 3 modèles partagent plusieurs caractéristiques fondamentales qui les distinguent des générations précédentes et qui ont des implications directes pour les professionnels de la sécurité, que ce soit du côté défensif ou du côté de l'évaluation des risques. La première caractéristique commune, c'est la fenêtre de contexte de Claude Opus 4.6 et Claude Sonnet 4.6 qui disposent tous deux d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Claude AIQ 4.5 dispose d'une fenêtre de 200 000 tokens et pour comprendre ce que cela représente concrètement, un token correspond approximativement aux 3/4 d'un mot en anglais. Donc une fenêtre d'1 million de tokens permettrait d'ingérer ou de traiter simultanément des volumes de données qui auraient nécessité des traitements séquentiels ou fragmentés avec les modèles précédents. Et du côté défensif, cela ouvre des cas d'usage significatifs. Analyse complète d'un dépôt de code source pour identification de vulnérabilité, traitement d'un journal d'événements complet sur plusieurs semaines, ça je vous confirme, ça marche du feu de Dieu. Corrélation simultanée de milliers d'indicateurs de compromission dans un seul appel. Et du côté offensif, cette même capacité permet à un acteur mal intentionné d'analyser en une seule requête l'intégrité d'une base de code propriétaire exfiltrée pour identifier les points d'entrée les plus exploitables, sans avoir à fragmenter l'analyse ou reconstituer les résultats manuels. La deuxième caractéristique, c'est la capacité de sortie. Claude Opus 4.6 va supporter une sortie maximale de 128 000 tokens en mode synchrone, alors que Claude Sonnet 4.6 et Claude AIQ 4.5 vont supporter 64 000 tokens et via l'API Message Batches avec le header bêta Output 300K, Opus 4.6 et Sonnet 4.6 montent à 300 000 tokens de sortie. Vous avez bien entendu, 300 000 tokens de sortie. En une seule réponse, c'est une capacité de générer un rapport d'analyse complet, un outil fonctionnel, un exploit documenté ou un ensemble complet de lors de phishing contextualisé en une seule opération. Là encore, c'est une capacité symétrique. Elle sert autant à l'analyse SOC qui génère un rapport d'investigation forensique détaillé que l'acteur offensif qui génère une campagne de spear phishing personnalisée à grande échelle. La troisième caractéristique commune, c'est le support multimodal. Tous les modèles actuels de Claude supportent l'entrée texte et image. Cette capacité de traitement d'image n'est pas anecdotique. Dans un contexte de cybersécurité, elle va permettre d'analyser des captures d'écran, d'interfaces de configuration, de lire des schémas d'architecture réseau et d'extraire des informations d'artefacts visuels dans le cas d'une analyse forensique ou au contraire, de générer des leurres visuels convaincants pour les campagnes d'ingénierie sociale. La quatrième caractéristique commune, c'est le support multilingue natif. Tous les modèles de Claude 4.6 sont capables de produire ou de comprendre du contenu de multiples langues avec des niveaux de qualité qui se distinguent de ce qui permettait les modèles précédents. Et pour les équipes de CTI, de Threat Intelligence, qui suivent des acteurs opérant en persan,
en arabe, en russe, en mandarin ou en coréen, c'est une capacité opérationnelle qui est plus qu'utile. Elle permet également à des acteurs dont la langue maternelle n'est pas l'anglais de produire des leurres de phishing en anglais idiomatique sans les marqueurs linguistiques qui permettaient historiquement à des utilisateurs avertis d'identifier une communication frauduleuse. C'est vraiment là un gros game changer. Quand on voit ce qu'on est capable de lire, de comprendre, d'écrire, d'interpréter dans toutes ces langues, moi j'ai essayé le mandarin, le russe, c'est juste extraordinaire. Vous pouvez même essayer l'ukrainien, le norvégien, le finlandais. Ça marche, mais une tuerie. Entrons maintenant dans les spécificités de chaque modèle. Claude Opus 4.6 est positionné comme le modèle le plus intelligent de la gamme, avec des performances de premier rang en raisonnement, en codage, en traitement de contexte long. Son positionnement tarifaire, il est vraiment hyper avantageux. Il est de 5... Je ne touche aucun sou. Alors, on va le faire tout de suite, je vais gagner du temps. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Anthropic. C'est juste un retour d'expérience que je vous fais avec un certain nombre de sources que je vous ai mis en description de l'épisode. Alors, le positionnement tarifaire, il est de 5 $ par million de tokens en entrée et de 25 $ par million de tokens en sortie. C'est un positionnement tarifaire qui est pertinent pour l'évaluation du risque. À 5 $ par million de tokens en entrée, l'accès à des capacités de raisonnement de niveau expert est économiquement accessible à un éventail d'acteurs considérablement plus large que ne le permettaient les coûts d'accès aux capacités humaines équivalentes. Concrètement, un analyste de cybersécurité expérimenté coûte entre 150 et 300 $ de l'heure selon le marché. Alors ça, c'est les marchés US. Claude Opus 4.6 offre un niveau de raisonnement comparable pour certaines tâches analytiques, définit un coût qui se mesure en centimes par requête. Cette asymétrie économique est structurelle car elle a des implications directes sur le profil de risque des organisations qui ne l'intègrent pas dans leur modèle de menace. Je reste très prudent moi là-dessus. C'est pas parce que vous avez un rapport que vous savez l'interpréter. De plus, Claude Opus 4.6 supporte également l'extended thinking et l'adaptative thinking. Alors l'extended thinking, c'est une capacité qui va permettre au modèle de conduire un raisonnement interne étendu avant de produire sa réponse. C'est une forme de délibération computationnelle qui va améliorer significativement les performances sur des tâches complexes nécessitant plusieurs étapes de raisonnement. Alors que l'adaptive thinking est une variante où le modèle va s'ajuster dynamiquement la profondeur du raisonnement en fonction de la complexité perçue de la requête. Pour les cas d'usage offensif, l'extended thinking signifie qu'un acteur peut soumettre une description d'environnement cible complexe et obtenir en retour une chaîne d'attaque multi-étapes cohérente, tenant compte des contraintes opérationnelles et des mécanismes de défense décrits. Je l'ai testé, j'ai voulu faire de l'hardening sur un WordPress et je me suis mis dans un mode offensif et j'ai demandé à Claude Opus 4.6 un certain nombre d'éléments, comment compromettre le serveur, faire une élévation de privilèges, etc. Ça marche du feu de Dieu. C'est impressionnant. On se rend compte que là, le niveau change. Alors pour les défenseurs, l'extended thinking est précisément ce dont on a besoin pour des tâches d'analyse de menaces avancées. Corrélation d'indicateurs disparates, reconstruction des chaînes d'attaque à partir d'artefacts fragmentaires, évaluation de l'exposition d'une architecture complexe à un TTP spécifique, et ça c'est une vraie tuerie. Vous mettez vos TTP, vous le dites, voilà, c'est ma configuration, voilà ce que j'ai fait, est-ce que je suis au bon niveau? Et ça pour des ciseaux qui sont surchargés de boulot, qui se disent, est-ce que quand vous faites les analyses de risque, etc., que vous devez prendre une décision, c'est juste, c'est top. Ça fait pas tout le job, mais ça aide énormément en temps dans une journée. Alors que quand on passe au modèle Claude Sonnet 4.6, qui lui est positionné comme la combinaison optimale de vitesse et d'intelligence, il est tarifié à 3 $. Au lieu de 5, c'est 3 $ par million de tokens en entrée, et 15 $, c'est quand même 10 $ de moins pour les tokens de sortie. Il va disposer de la même fenêtre de contexte d'1 million de tokens qu'Opus, supporte également l'extended thinking et l'adaptative thinking, et il présente une latence inférieure à Opus. Pour des workflows de cybersécurité nécessitant un traitement en quasi-temps réel, enrichissement automatique d'alertes, triage de tickets de cybersécurité, analyse de flux de logs, Sonnet 4.6 représente le point d'équilibre entre capacité analytique et réactivité opérationnelle. Et aussi budgétaire, il ne faut pas le cacher, on parle un peu de pognon quand même. Alors que quand nous passons au dernier modèle, le Claude IQ 4.5, c'est un modèle qui est le plus rapide de la gamme. Il est tarifié seulement à 1 $ par million de tokens en entrée et 5 $ par million de tokens en sortie. Alors, il supporte que l'extended thinking, il ne supporte pas l'adaptive thinking et sa fenêtre de contexte est limitée à 200 000 tokens. C'est un modèle qui est adapté aux workflows à fort volume et à faible complexité.
classification automatique d'emails, de phishing à grande échelle, extraction d'entités dans des flux de threat intelligence, génération de résumés d'exécutifs d'incidents. Pour faire du rapport, ça suffit largement. Un point technique important, ça concerne la date de coupure des connaissances de Claude Opus 4.6 à une coupure fiable en mai 2025 et à une date de fin de données d'entraînement en août 2025. C'est hyper important parce que il y a beaucoup de gens qui prennent toutes les infos de l'IA, qui font copier-coller, contrôle-C, qui ne vérifient pas. Si vous voulez des informations plus récentes, il faut faire du scrapping. Il faut aller chercher de l'info, il faut nourrir votre IA, il faut lui en donner. Si vous voulez des données de début 2026, il n'y a pas le choix. Et Claude Sonnet 4.6 a une coupure fiable en août 2025 et une date de fin de données d'entraînement en janvier 2026. Claude IQ 4.5 a une coupure en février 2025, c'est hyper important. Et pour les équipes de CTI, cette distinction entre coupure fiable et date de fin d'entraînement est opérationnellement significative. C'est la base, c'est ce qui va vous éviter de raconter des carabistouilles. Les connaissances du modèle sur les événements proches de la date de fin d'entraînement sont moins fiables et moins exhaustives que ces connaissances sur les périodes antérieures à la coupure fiable, et les requêtes portant sur des campagnes, des acteurs ou des vulnérabilités récentes doivent être traitées avec cette limite en tête et complétées par des sources de threat intelligence actualisées. Vous voyez, c'est ça le point. C'est là la différence que vous allez voir quand quelqu'un utilise une IA générative. Il faut bien qu'il comprenne que s'il utilise ce qui a été prévu à l'origine, il va avoir des très bons résultats, mais pas actuels. C'est vraiment des résultats d'archéologie. Vous voulez savoir quels sont les groupes d'attaquants en 2020, c'est top. C'est le parfait exemple. Par contre, si vous voulez savoir quels sont les groupes d'attaquants en 2026 par rapport à un TTPs, etc., bah vous allez devoir le nourrir. Il faut quand même nourrir son IA. Un autre point technique qui mérite aussi l'attention, c'est l'architecture de déploiement d'Anthropic qui est proposée à travers ces modèles via 3 canaux. Il y a l'API Direct, qui marche hyper bien, AWS Bedrock et Google Vertex AI. Bedrock et Vertex AI offrent désormais plusieurs types d'endpoints et ils sont vraiment assez intéressants. Il y a le endpoint global pour une disponibilité maximale, les endpoints multi-régions pour Vertex AI et les endpoints régionaux pour garantir que le trafic est routé dans une zone géographiquement spécifique. Alors là, vous êtes en train de me dire, il nous parle de quoi ? Il faut savoir que pour les organisations soumises à des contraintes de souveraineté des données ou à des exigences réglementaires de localisation, notamment sous NIS2, DORA ou des cadres sectoriels financiers, le choix de l'endpoint n'est pas une question technique secondaire. C'est une exigence de conformité qui doit être arbitrée avec les équipes juridiques et de conformité avant tout déploiement en production. Mais abordons maintenant la question sur l'impact systémique des LLM de cette génération sur le paysage de la menace. Il ne s'agit pas d'une évaluation spéculative. Les signaux observables sur le terrain au cours des 12 derniers mois convergent vers plusieurs conclusions opérationnelles. La première, c'est la barrière d'entrée pour la production d'artefacts offensifs de qualité qui a considérablement diminué. Un email de spear phishing contextualisé grammaticalement correct, cohérent avec le registre de l'organisation ciblée et intégrant des références à des événements récents pertinents, pour la cible pouvait nécessiter, il y a encore 2 ans, plusieurs heures de travail d'un opérateur humain compétent. Avec un modèle de la génération actuelle, ce délai se mesure en secondes et à l'échelle d'une campagne ciblant des milliers d'organisations, la différence est qualitative mais pas seulement quantitative. Deuxièmement, la capacité d'adaptation des leurres en temps réel a changé la nature. Tous les modèles actuels peuvent être intégrés dans des pipelines automatisés qui personnalisent dynamiquement les leurres en fonction de l'information collectée sur la cible en temps réel, que ce soit sur les réseaux sociaux, les sites web d'entreprise, les publications récentes. Cette personnalisation dynamique réduit l'efficacité des formations de sensibilisation classiques qui enseignent à identifier des marqueurs génériques d'une tentative de phishing, et quand le phishing est parfaitement personnalisé, tous ces marqueurs disparaissent. Quand je vois encore dans les sensibilisations qu'on nous parle des fautes d'orthographe, ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas vu des sites de phishing qui, entre guillemets, qui avaient encore des fautes. Et la véritable dinguerie de leur truc, comme moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils vont récupérer des leaks de fuite de données et par rapport à votre adresse, votre type de banque, etc., ils vont être capables de personnaliser ça au maximum. Ça, c'est vraiment un gros game changer qu'on voit entre 2024 et 2026. Le troisième point qui m'a aussi très surpris quand j'ai préparé cet épisode, c'est la capacité d'analyse du code à grande échelle qui rend l'identification de vulnérabilités dans des bases de code volumineuses accessibles à des... Alors, j'avais mis des acteurs,
mais je crois qu'on peut dire à des poneys qui ne disposent pas de cette expertise en interne. C'est fou, aujourd'hui on prend n'importe quel, pseudo-développeur à la petite semaine, c'est direct, il prend une IA LLM, trouve-moi les vulnérabilités. Bon, il n'est pas très intelligent le garçon, mais par contre il a trouvé un truc comment trouver une vulne en quelques minutes, voire en moins d'une heure. Et la chaîne de valeur de l'exploitation de vulnérabilité, que ce soit sur l'identification, la compréhension, la weaponisation, peut désormais être partiellement automatisée. Ce délai entre la dispo d'un patch et la publication d'un exploit fonctionnel a historiquement été utilisé comme indicateur de priorité dans les cycles de patch management. Ce délai se compresse. Non, il ne se compresse pas, il s'est carrément réduit à quelques heures. Aujourd'hui, je vois encore dans des présentations des personnes qui nous disent il y a un POC qui sort, en une journée et demie, vous allez avoir l'exploit qui va être fait. Non, une journée et demie, t'as raté le train, mon gars. Hein. Aujourd'hui, on est dans l'heure. Un POC qui sort, les premiers scans sur Internet démarrent dans l'heure. Ouais, ça fait un peu mal. Hein. Mais c'est ça la vraie vie.com. Alors du côté défensif, les mêmes capacités offrent des gains opérationnels réels. L'analyse forensique assistée par LLM permet de traiter des volumes d'artefacts qui dépassaient les capacités humaines dans des délais imposés pour la gestion d'incidents, la corrélation de signaux faibles dans des journaux d'événements volumineux, la reconstruction de chaînes d'attaque à partir d'artefacts fragmentaires, la génération automatique de règles de détection à partir de descriptions et de comportements malveillants. Ce sont vraiment des cas d'usage documentés et opérationnellement validés. Il y a quand même une question, c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt à raccorder votre SIEM à une IA externe ? Ça, c'est une des questions. Et l'autre question que je me pose pour les équipes de sécurité, c'est pas de savoir si on doit les intégrer ou pas, ces LLM, dans nos workflows, mais c'est comment le faire de manière sécurisée, contrôlée et conforme à toutes les obligations réglementaires que nous avons dans les entreprises. C'est pas parce que vous écoutez cet épisode de Radio C-Sort que vous allez connecter votre SIEM demain matin. Hein. On fait d'abord des tests. Moi, je l'ai fait sur des plateformes personnelles et c'est vrai que c'est juste une dinguerie. Par contre, vous avez intérêt à avoir une bonne carte bancaire parce que vous allez manger du token. C'est mon retour d'expérience. Mais venons maintenant au sujet central de cet épisode. Le projet Glasswing et Claude Mythos Preview. Ça a fait un buzz, c'est juste terrible. Ce sont deux éléments qui méritent un traitement vraiment approfondi à mon sens parce qu'ils représentent une rupture dans le positionnement habituel d'Anthropic et parce que leurs implications pour le paysage de la menace sont suffisamment significatifs pour avoir conduit une réunion d'urgence au département du Trésor américain la semaine dernière, le 7 avril 2026. Le projet Glasswing, c'est un programme cadre sur lequel Anthropic a restreint l'accès à Claude Mythos Preview et selon la documentation publiée par Anthropic, l'accès à Mythos est limité à environ 40 organisations partenaires. Les noms confirmés incluent les GAFA, donc Microsoft, Google, Amazon. L'accès n'est pas disponible en libre service pour nous, le peuple, et il est sur invitation uniquement. Et avant tout déploiement, Anthropic a conduit des consultations préalables avec les autorités américaines sur les dimensions offensives et défensives du modèle. La Commission européenne a publiquement soutenu la restriction d'accès, citant des risques cyber à grande échelle. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, Anthropic a sorti Skynet. Si vous avez la ref, vous avez compris que c'est vraiment très chaud, quoi. La rationalité de cette architecture d'accès restreint est directement liée aux capacités documentées de Mythos, et selon la documentation d'Anthropic, Claude Mythos Preview présente des capacités à identifier, à exploiter des failles dans l'ensemble des systèmes d'information majeurs et des navigateurs web. Ils ont pris un exemple, ils ont trouvé une faille de 26 ans sur FreeBSD. Ils sont capables, Mythos a été capable en moins d'une heure à trouver cette vulnérabilité. Il s'est connecté sur la machine sans aucune interaction de l'utilisateur. Ils avaient le dièse, ils étaient root. C'est de ça qu'on parle. Et ce que vous entendez derrière, c'est le chien qui est en train de mourir. Ça va, mon pépère ? On coupera ça peut-être au montage. Alors, ce qui a fait très peur à tout le monde, c'est qu'il est capable, ce modèle, de construire des payloads et des exploits sophistiqués de manière autonome, à faible coût et en temps réel. Ce dernier point mérite d'être explicité. Alors, de manière autonome, ça signifie qu'il n'y avait pas un humain derrière, étape par étape, il n'y avait pas quelqu'un qui tapait du prompt. À faible coût, ça signifie aussi qu'avec les mêmes contraintes économiques que les autres modèles de la gamme, c'est-à-dire à quelques dollars par million de tokens, en temps réel, avec des latences de l'ordre de la seconde ou la dizaine de secondes, pas de l'heure ou de la journée, et c'est ça qui rend complètement fou ce modèle. C'est pour comprendre pourquoi ces capacités justifient un accès restreint. Il faut les mettre en perspective avec ce que ça représente la chaîne de valeur de la recherche en vulnérabilité. Un chercheur en cybersécurité compétent, spécialisé dans la recherche de vulnes, sur un système d'exploitation ou un navigateur spécifique, nécessite réellement plusieurs années de formation.
On ne suit pas une formation et au bout de 3 jours, on sait le faire. Il faut de l'expérience pour atteindre un niveau d'expertise permettant de découvrir ou de weaponiser des vulnérabilités de classe 0-day de manière autonome. Et le marché des 0-day reflète aussi cette rareté. C'est pour ça qu'on paye certaines 0-day plusieurs millions de dollars. Mais cette vulnérabilité, exploitable dans un navigateur majeur, se valorisait aujourd'hui entre 100 000 et 500 000 dollars sur les marchés légaux et potentiellement davantage sur les marchés gris ou noirs. Un modèle capable d'effectuer ce travail de manière autonome en temps réel et à quelques dollars de coût d'inférence modifie radicalement l'économie de la vulnérabilité. Bref, vous avez compris, votre chercheur en cybersécurité, qui a travaillé pendant des années, pendant des mois, du jour au lendemain, il y a une machine qui va faire son job. Lui, c'est le futur chômeur de l'histoire. Alors, la réunion d'urgence du 7 avril 2026 au département du Trésor américain, convoquée par le secrétaire Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, avec la participation des PDG de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo, est le premier indicateur institutionnel public que cette évaluation a été internalisée au plus haut niveau des régulateurs financiers américains. D'après Bloomberg, c'est la première fois dans l'histoire financière américaine que des régulateurs de ce niveau ont traité la capacité d'un modèle en IA unique comme justifiant une réunion d'urgence avec les dirigeants d'établissements systémiquement importants. Bon bref, c'est en train de se faire aussi en Europe, les Anglais l'ont fait, tout le monde copie, c'est extraordinaire. Les Américains font un truc et tous les régulateurs se mettent à copier. C'est juste extraordinaire. Et les vecteurs de risque identifiés dans ce contexte s'articulent autour de 6 dimensions. La première et la plus aiguë est l'exploitation de 0-day. La capacité à identifier et à weaponiser des vulnérabilités inconnues dans tous les systèmes d'exploitation et navigateurs majeurs créés, une exposition directe pour les systèmes de core banking ou les plateformes de trading. Concrètement, c'est la fin du monde. La deuxième dimension, c'est le risque systémique SIFI, S-I-F-I, pour Systematically Important Financial Institution. Si plusieurs établissements déploient des infrastructures d'intelligence artificielle dérivées du même modèle, une compromission unique au niveau du modèle peut déclencher des réactions synchronisées entre établissements simultanément. C'est l'effet du troupeau à l'échelle systémique. Non pas un établissement prenant une mauvaise décision, mais tous les établissements prenant la même mauvaise décision au même moment. La troisième dimension, ça va être la convergence algorithmique dans la prise de décision automatisée. Distincte du risque SIFI, c'est ce qui ne nécessite pas de compromission. Il suffit que plusieurs acteurs utilisent le même modèle, sur les mêmes signaux d'entrée, pour produire des comportements identiques et potentiellement déstabilisants à l'échelle du marché. Bon, ça existe déjà, pour moi, il n'y a rien de nouveau là-dessus. La quatrième dimension, ça va concerner l'exposition des infrastructures DeFi et des smart contracts à une exploitation automatisée instantanée à faible coût. Et la cinquième dimension, on est sur 6 dimensions. Vous voyez, il y a un petit peu de risque, mais c'est pas encore prouvé. Tout ça, ça se fait par rapport à la doc qu'ils ont donnée. C'est l'exfiltration de données clients en cas de compromission d'infrastructure. Et la dernière dimension, la sixième, c'est l'impact sur les portefeuilles de cyberassurance. Les modèles actuariels sous-jacents aux produits de cyberassurance existants n'ont pas été calibrés par un acteur de menace disposant d'une génération autonome d'exploits. Primes, limites de couverture et clauses d'exclusion nécessitent une révision. Alors il y a un élément juridique que je n'ai pas parlé mais qui est important et à signaler. Anthropic est actuellement engagé dans un contentieux avec le département de la défense américaine. Le Pentagone avait classifié l'organisation comme un risque de supply chain et Anthropic conteste cette classification en justice. Il faut savoir que ce contentieux est pertinent pour les organisations qui évaluent le risque lié à l'adoption de solutions basées sur la technologie d'Anthropic. Il indique que l'évaluation gouvernementale du profil du risque de la société fait l'objet d'un désaccord actif et que ce désaccord a des implications potentielles sur la continuité d'accès aux services pour certaines catégories d'organisations. Bon, on l'a tous compris, Anthropic avait refusé de donner carte blanche au Pentagone pour utiliser son système d'IA sur des systèmes létaux, donc pour tuer des gens. Et concrètement, OpenAI s'est empressé de signer le contrat. Ils étaient tellement ravis avec leur modèle qui n'était pas au même niveau, quoi. Bref, c'est un élément juridique important à prendre en ligne de compte. Est-ce que demain, les États-Unis peuvent dire Anthropic, c'est fini ? Oui, potentiellement, ça peut être fait. Donc, à faire très attention si vous mettez ça sur de la prod. Mais aujourd'hui, c'est pas. Moi, j'ai pas tellement peur. C'est pas les entreprises qui me font peur. Ce qui me fait peur, c'est les attaquants. Parce que les attaquants, ils s'en foutent complètement qu'Anthropic, dans 1 mois, 2 mois, soit coupé. Eux, ce qu'ils voient, c'est que dès qu'Anthropic, avec ce modèle Mythos, va être disponible, ils vont être capables de poncer, quoi, il n'y a pas d'autre terme, de poutrer à tour de bras. Et leur objectif, c'est d'aller très vite. Et plus ils pourront compromettre de système, mettre des accès persistants, etc., même si Anthropic est coupé dans 1 mois, s'il est, entre guillemets,
Le gouvernement américain décide de le démanteler, etc., tout ce qu'on veut. Mais nous, en un mois, Internet sera fait compromettre. Quoi, Internet? La majorité des systèmes exposés sur Internet auront subi quelque chose. Quand on voit qu'ils ont été capables d'aller poncer un FreeBSD qui avait une vulnérabilité qui datait d'il y a 26 ans, ça fait réfléchir. Hein. Moi, personnellement, on va avoir du boulot. Sur les questions de la détection et de la défense, il y a plusieurs points qui méritent aussi notre attention. Le premier, c'est les 40 organisations partenaires du projet Glasswing, qui constituent une nouvelle surface d'attaque de supply chain. Une organisation ayant accès à Mythos dans le cadre de Glasswing est une cible de choix pour un acteur cherchant à obtenir un accès indirect au modèle. Les contrôles d'accès, la segmentation des environnements où Mythos est déployé, et la surveillance des comportements d'utilisation anormaux sont des priorités immédiates pour les équipes de cybersécurité de ces organisations. Le deuxième point va concerner la détection comportementale. Un modèle comme Mythos, utilisé dans une campagne offensive, produira des comportements observables dans l'environnement cible. Des requêtes réseau dont la structure et le timing diffèrent des comportements humains, des patterns d'exploitation cohérents avec une recherche automatisée plutôt que manuelle, et une vitesse d'adaptation aux défenses rencontrées qui excède les capacités humaines. Les règles de détection calibrées sur des comportements d'attaque à vitesse humaine doivent être réévaluées. La détection doit remonter plutôt dans la kill chain, patterns de reconnaissance anormaux, séquences d'appels API inhabituelles, comportements réseau hors profil avant que la weaponisation soit complète. Le troisième point, ça concerne la surface d'attaque spécifique au modèle déployé en production. Un modèle de langage déployé comme composant d'une application ou d'un service constitue lui-même une surface d'attaque. Les techniques de pompe injection, injection de code malveillant dans les données traitant par le modèle pour influencer ses sorties, ça marche du feu de Dieu ces trucs-là. Et les techniques d'exfiltration indirecte via des modèles sont des vecteurs documentés qui vont nécessiter des contrôles spécifiques dans toutes les architectures intégrant des LLM. Les équipes de cybersécurité qui supervisent le déploiement de LLM en production doivent intégrer ces vecteurs dans leur modèle de menaces et leur plan de réponse aux incidents. On va perdre du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais sur cette partie-là, tous les petits, les petits sorciers, les petits gourous, à 2 cents, je sais pas, ça va être rigolo les réunions. Moi, il y en a quelques-unes, je pense que je vais sortir le popcorn. Hein. Le quatrième point, c'est la question de la gouvernance et de la conformité réglementaire. Le cadre réglementaire autour des LLM en Europe évolue rapidement. L'AI Act européen, DORA pour le secteur financier et les lignes directrices de l'ENISA sur l'IA dans les secteurs critiques, crée un ensemble d'obligations qui s'appliquent aux organisations déployant des LLM dans les contextes à risque élevé. Pour les responsables de la cybersécurité des systèmes d'information dans des organisations financières, de santé ou opérant des infrastructures critiques, la question elle est plus seulement technique. Elle est de conformité. Et ça, c'est chaud parce que il y a l'aspect purement technique, ça on va y arriver, mais alors la conformité, on va s'arracher les cheveux. Et il faut savoir que les incidents impliquant des LLM ne sont pas couverts de manière uniforme par les clauses d'exclusion des polices de cyberassurance existantes. Les clauses relatives aux actes autonomes des systèmes d'IA méritent une révision juridique urgente. À qui est la faute si c'est votre IA qui prend une décision, par exemple, de délivrer gratuitement tous vos produits? C'est qui est responsable? C'est le programmeur? C'est le chef de projet? C'est le product owner? C'est le directeur? Bon, dans tous les cas, ça va être chaud. Le cinquième point, c'est l'évolution des programmes de formation et de sensibilisation. Alors là, tous les programmes sont à revoir. Les programmes de sensibilisation au phishing qui enseignent à identifier des marqueurs génériques, une faute d'orthographe, une formulation inhabituelle, une demande urgente, vont perdre une partie de leur efficacité face à des leurres générés par des modèles de la génération actuelle. Les formations doivent évoluer pour intégrer des cas pratiques, basés sur des exemples de leurres générés par LLM, et mettre davantage l'accent sur le processus de vérification out of band, plutôt que sur la détection linguistique. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver au chômage. Regardons maintenant les implications positives pour les équipes défensives. Ouais, il ne faut pas voir le verre à moitié vide, on va le voir quand même à moitié plein. La même puissance analytique qui rend Mythos potentiellement dangereuse dans des mains malveillantes est celle qui rend les modèles de la gamme Claude 4.6 très précieuses pour les défenseurs. Une fenêtre de contexte 1 million de tokens va permettre d'analyser en une seule requête la totalité d'une base de code pour identifier des patterns de vulnérabilité ou d'ingérer l'ensemble des logs d'un incident sur plusieurs semaines pour reconstruire une chaîne d'attaque complète. Les capacités d'Extended Thinking permettent à un analyste CTI de soumettre une description partielle d'une campagne et d'obtenir une analyse structurée dans d'hypothèses d'attribution, des TTPs probables et des indicateurs complémentaires à rechercher. Alors moi je l'ai fait sur un forensic perso. Je me suis amusé à faire un forensic, j'avais des artefacts, j'avais des logs. Ça me saoulait d'utiliser mon outil de forensic pour aller chercher tout à la main.
Et j'ai demandé à Claude, vas-y, cherche mon gars, j'ai besoin que tu me dises, est-ce qu'il y a eu des malwares, est-ce que j'ai été voir des sites, entre guillemets, qui n'étaient pas appropriés, j'avais mis un certain nombre de règles, et en moins de, 10 secondes, j'avais toutes les infos. Il m'aurait fallu que je le fasse de façon habituelle sur du forensique, j'y passais la journée, quoi. Ça m'a fait beaucoup sourire, ça m'a fait très peur, parce que une fois qu'il m'a donné toutes ces informations, je n'ai aucune confiance dans l'IA, j'ai tout vérifié. Donc ça m'a pris une journée. Donc est-ce que j'ai gagné du temps? Est-ce que j'ai perdu du temps? Je pense que j'ai gagné du temps parce que j'ai pu voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais il y a un truc que aujourd'hui je ne suis pas du tout convaincu, c'est la confiance de la sortie de ce que me sort l'IA. Donc j'ai pas réellement gagné du temps, j'ai juste gagné du temps en charge mentale et je savais où aller chercher. Alors dans les cas d'usage défensif documenté que j'ai pu trouver, on inclut la génération automatique de règles Yara, ça c'est plutôt pas mal, que ce soit des règles Yara ou Sigma, à partir d'une description comportementale. Ça marche du feu de Dieu. L'enrichissement automatique d'alerte avec des contextes de menaces, la rédaction de rapports d'investigation forensique. Alors là, je serais beaucoup plus prudent. Ça fonctionne bien, mais il faut quand même lui donner le CSS. Il y a plein de choses. Pour si vous voulez quelque chose de propre, d'exploitable, il faut un peu bosser quand même. La modélisation de menaces assistées sur de nouvelles architectures, l'analyse de smart contracts pour identifier des vulnérabilités et la simulation d'adversaires pour des tests de détection. Pour des équipes de red teaming, c'est juste le bon niveau. Tous ces cas d'usage ne vont pas remplacer l'expertise humaine. Il faut bien se rendre compte. Ça va vous aider, on va gagner du temps, il va nous augmenter, il va nous permettre à des équipes de taille contrainte de couvrir un périmètre opérationnel plus large. C'est toujours le même problème, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous ayez que quelques kilos euros ou des milliards en budget informatique, vos équipes ne sont pas extensibles. Et quand vous avez plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de budget dans vos équipes informatiques, ça veut dire généralement que vous avez aussi un panel représentatif de composants numériques, donc vous avez une informatique de malade. Alors mon dernier point que je mettrais pour cet épisode qui est hyper long, mais je n'arrivais pas à le faire plus court, c'était vraiment le côté, la question de la confiance et de la vérification. J'ai commencé à en parler un petit peu, mais tous les modèles de langage hallucinent. Ils ne peuvent pas produire des informations, entre guillemets, correctes avec un niveau de confiance élevé. C'est pas possible. Dans un contexte de CTI ou de Threat Intelligence, une hallucination est potentiellement plus dangereuse qu'une lacune. Une attribution incorrecte, un IOC inventé ou une description erronée d'un TTP peuvent conduire à des décisions opérationnelles incorrectes. Tout workflow qui intègre des LLM dans un contexte de sécurité doit inclure des mécanismes explicites de vérification humaine pour les sorties à fort impact opérationnel. Les LLM sont des outils d'augmentation analytique, c'est pas des oracles, ils sont pas infaillibles. Et on a beau le répéter, on a beau le dire, quand je vois qu'aujourd'hui il y a une majorité de jeunes analystes qui se sont mis là-dessus, ils nous sortent des trucs, c'est juste extraordinaire, mais ils ne vérifient rien. Alors je comprends, c'est très sympa de dire à son chef, je te fais une analyse et dans 10 minutes, t'as le résultat. Moi, j'ai eu un cas très concret à traiter. J'ai eu un appel un matin et on m'a dit, il faut que tu nous fasses un point de situation, une analyse CTI. Voilà. J'ai dit, ouais, pour quand? Il était 11h du matin. On m'a dit, ça serait bien pour le début de l'après-midi. Par rapport au travail qu'on me demandait, je dis, mais je peux générer un truc en IA en 10 minutes. Par contre, vu que c'était quand même pour ce que j'appelle des dirigeants, j'ai fait non, je suis désolé, mais ça ne sera pas fait avant ce soir minuit. J'ai charbonné un peu quand même. J'ai eu la demande à 11h, j'ai dû finir, il devait être 23h30. Mais le contexte, il a été fait. C'est-à-dire que je me suis fait aider par des LLM, c'est tout à fait normal, pour la mise en forme, reformuler les questions, mais le fond, toutes les infos qu'on me demandait par rapport à mon rapport, c'est du jus de cerveau. Hein. C'est pas de la LLM. Hein. Et le résultat, c'est que j'ai eu des... Alors, évidemment, c'est très dur auprès de vos responsables de leur dire non, tu ne vas pas avoir la réponse dans 10 minutes. C'est ce que font la majorité des équipes qui ne veulent pas avoir de la pression. Mais c'est quelque chose qu'on gère très bien quand on est responsable de certes la pression. Et quand ils ont eu le rapport à minuit, le rapport il était complet, il était fiable et surtout ils pouvaient s'appuyer dessus et prendre des décisions. Il ne faut jamais oublier que quand on fait de la CTI, le rapport c'est pas pour faire de la... Je ne peux pas dire ça à l'antenne, mais c'est pas pour se tripoter le truc, quoi. Voilà, on est là pour faire prendre des décisions, pour prendre des mesures soit de sécurité, soit prendre des actions. Et je suis désolé, moi, c'est une responsabilité quand on vous la donne. Une LLM, c'est là pour vous aider. C'est pas là pour faire le job à votre place. Sinon, vous ne servez à rien, vous êtes le futur chômeur. Alors, si je devrais synthétiser tous ces éléments que je vais surveiller dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, c'est vraiment l'évolution du contentieux pentagone anthropique. Ça, je vais regarder quand même pour savoir comment ça va finir.
Il faut savoir qu'il y a des implications sur l'accessibilité de Mythos et des modèles associés pour certaines catégories d'organisations. Est-ce que les Européens vont y avoir un droit? L'évolution du cadre réglementaire autour des LLM dans les secteurs financiers, assurantiels, les infrastructures critiques, notamment les exigences qui découleront des discussions au niveau des régulateurs américains et européens, l'émergence de variantes ou de dérives de Mythos, les 40 organisations partenaires de Glasswing, ça représente déjà une belle surface d'accès au modèle dont la sécurité ne peut être considérée comme uniforme. On a la Linux Foundation par exemple, on a CrowdStrike. Est-ce qu'ils ont le même niveau de, est-ce qu'ils ont les mêmes budgets de cybersécurité? Je suis pas du tout convaincu. Il y a une tendance qui se mesure déjà dans la qualité et la personnalisation des campagnes observées et qui va s'accentuer au mesure que l'accès des modèles des plus capables se démocratise, légalement ou par d'autres voies. Voilà, je suis désolé que cet épisode soit aussi long, j'en suis à plus de 35 minutes, mais j'espère qu'il va vous apporter toutes les informations nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références dans la description de celui-ci. Et ça m'a fait, j'avais besoin d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de demandes, j'ai vu beaucoup de choses s'écrire sur le net, sur les réseaux sociaux. Il y a des choses, les trois quarts des choses sont vraies, hein, tout n'est pas faux, mais on est vraiment sur un modèle de LLM qui va changer, entre guillemets, notre façon de voir la cybersécurité. Mythos, en dehors du fait qu'il va trouver des vulnérabilités, qu'il va faire des rapports, etc. Bon, ça, je vais laisser ça, c'est du truc de geek. Non, ce qui va nous faire changer réellement, c'est notre délai de réaction. Aujourd'hui, on avait des délais de réaction qui étaient tout à fait assimilables pour des êtres humains. Là, on va être dans des délais de réaction, on va être sur de la minute, voire de la seconde entre le moment où il va y avoir une vulnérabilité, un POC exploité, le début des scans sur Internet, le fait de aussi de préparer. Par exemple, vous trouvez une 0-day, vous ne l'exploitez pas, mais vous allez faire une phase de reconnaissance, vous allez chercher toutes les IP où ça va répondre, etc. Et qui vont être faits sur un temps long. Il faut bien voir qu'il y a des attaques qui sont sur du temps long. Et au moment où ils vont déclencher soit un Weeper pour détruire les systèmes d'information, est-ce que nous, équipe de défense, on sera en capacité à détecter cette phase de reconnaissance et surtout de détecter comment on va couper le fameux bouton rouge, comment on coupe nos systèmes d'information avant qu'ils soient détruits, ou comment on les rend inaccessibles. Il y a plein je dirais, de sujets un peu systémiques, angoissants pour les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, mais ça va être passionnant, quoi. Bon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir. J'adore pourtant cette fin.